Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review qui s'attardera aujourd'hui donc sur l'épisode 10 de The Bad Batch. Je suis encore une fois avec The Max Rebo Collection qui m'accompagne pour discuter de ce nouvel épisode. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une première partie sans spoil avec le résumé global, le synopsis, notre avis sans spoiler évidemment, et une seconde partie avec spoilers dans laquelle on reviendra plus en détail sur l'intrigue, voilà, tout ce qu'on a pensé sur cet épisode-là. Alors il faut savoir que cet épisode-là, le 10e, s'intitule donc en anglais Common Ground, qui a été traduit par Terrain d'entente. Ouais, pour le coup, ça va, c'est pas une traduction qui est déconnante pour une comparée fois. à certaines. Je pense surtout à l'épisode de la semaine précédente. Qui va à la chasse. Ah non, mais qui va à la chasse C'était pas mal, là. C'est bien. Non, mais ça chauffe. Oui, on a de l'humour à Disney+. Le synopsis de cet épisode-là, ça va être donc... alors, c'est le Bad Batch va se retrouver en fait confronté au niveau de leur idéologie ou un truc comme ça. Ouais, alors oui. Le synopsis, c'est Par contre, le synopsis, c'est déconnant. J'ai pas l'impression d'avoir vu le même épisode. Mais bon, après, c'est un aspect qui est présent dans l'épisode, mais c'est clairement pas l'aspect principal. Non, je pense que c'est le synopsis de l'épisode de la semaine prochaine. Ça doit être ça. C'est ça. Parce que bon, c'est vrai que dans ce qui se passe dans l'épisode, il y a 2-3 trucs auxquels ils sont pas habitués, on va dire. Ouais. Et qui remettent en question certaines choses. Mais c'est certainement pas un élément majeur de l'épisode. L'intrigue, c'est pas ça. Je veux dire, leur idéologie n'est pas remise en question dans cet épisode-là. C'est autre chose qui est vraiment le sujet principal, on va dire. Parce que là, le synopsis résume peut-être une ligne de dialogue de l'épisode. Oui, c'est ça. Allez, 2-3 à tout péter, quoi. Mais, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, globalement, sans spoilers, de ce 10e épisode, donc Alors... Je trouve qu'il commence super bien. Le début était vachement intéressant et c'est quelque chose qui est un peu teasé depuis le début de la série et un début prenant qui confirme très rapidement aussi qu'on va être dans un épisode, on va dire un filler par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines, mais qui était prometteur. Après, alors c'est pas que l'épisode il reste très très sympa à suivre. Je trouve qu'il remplit pas totalement justement les promesses du début de l'épisode. Après, on en parlera plus en détail. Plus en détail. Je vois à peu près ce que tu veux dire, je crois. Après, en soi, ça reste bien exécuté, ça reste rythmé. Mais voilà, pas à la hauteur de ce que ça promettait, avec aussi une autre intrigue qui là pour le coup commençait très mal et qui finalement se révèle un peu plus supportable que même chose ça va, sympa. Franchement ça va, ouais. Ouais, voilà, à suivre, mais ça m'a fait peur au début. C'est vrai que comme tu dis au début, tu te dis ça va être un peu relou cette histoire. Ouais. Au final, c'est vrai que ça se passe pas si mal cette partie de l'intrigue, on va dire. Donc voilà, un épisode sympathique qui reste quand même, on va dire, plutôt sympa vu les creux qu'on avait eu en début de saison. Oui, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là, donc c'est plaisant. Il y a, voilà, moi ce qui m'a gêné, c'est qu'il y avait du fond. Enfin, il y aurait pu avoir un truc hyper intéressant à développer, et je trouve que ça reste très en surface. Mais après. C'est aussi, j'allais dire, difficile de contenter tous les publics, et il faut pas oublier que c'est une série, je pense, qui est avant tout aussi quand même destinée à un jeune public, et comme l'était The Clone Wars, comme l'était The Clone Wars et tout ça, et qu'on est plutôt dans quelque chose de consensuel et d'un peu facile et tourné vers l'action, qui fait que voilà, il y a peut-être ce que le fan que je suis aimerait davantage voir, et que qui gazerait peut-être une autre partie du public. C'est des thématiques qui seraient peut-être plus abordées, on va dire, dans une série live, dans un roman peut-être, tu vois, un roman adulte. Après, moi je trouve honnêtement que j'ai pas mal apprécié l'épisode dans sa globalité, tu vois. On n'est pas dans les travers des épisodes 2, 3, 4 où on se dit ça sert à rien. Oui. La mission, ça reste une histoire qui est plus ou moins du filler quand même, mais je trouve que c'est un filler. Je trouve que c'est un épisode standalone qui est assez intéressant pour ce qu'il présente. C'est vrai que l'intro est vraiment super, vraiment une super intro au tout début de l'épisode qui nous met bien en place justement le lieu où va se dérouler l'épisode.
Et un traitement d'une chose que j'avais pas mal envie de voir ça en fait. On revient dans la thématique de qu'est-ce qui se passe justement après l'épisode 3, sans en dire plus pour l'instant. Et voir ça sous ce prisme-là, j'ai envie de dire, sans plus de détails, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Sans plus de détails, ça va être difficile. Hein. C'est ça, parce que on a oui, envie de passer à la partie avec spoil. Et comme tu disais, je te rejoins pas mal sur la sous-intrigue, on va dire, qui se passe en parallèle de l'intrigue principale, qui démarrait pas super bien. Je me suis dit comme toi, ça y est, ça va être gonflant cette histoire. Ouais. Au final, ça va, même si j'ai quand même un gros reproche à faire. On en parlera un petit peu plus après. Mais ça, c'est le fan tatillon qui s'intéresse aux jeux Star Wars. C'est ça, c'est l'expert jeu Star Wars là, qui a eu un hic. Il y a un gros hic. On en reparlera. Bon, ceux qui ont déjà vu l'épisode, vous voyez ce à quoi je fais allusion. Mais bon, on en parlera un petit peu plus en détail sur la suite. Donc je pense qu'à partir de maintenant, on va vouloir... Là, on a vraiment envie de parler du reste. Donc là, on va passer dans une partie avec spoilers. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'en avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Si on veut résumer l'intrigue de l'épisode, ça se passe du coup sur Raxus. Ouais. Donc une planète qu'on a déjà vue dans The Clone Wars. Et la ville, plus précisément, c'est Raxulon, qui est la capitale, on va dire, de la CSI en fait. Et l'intro, qu'on a vraiment beaucoup apprécié tous les deux, je pense, vu ce qu'on avait dit. L'intro commence justement sur cette planète-là et on assiste en fait à l'Empire qui impose, on va dire, son régime sur cette planète-là, sur cette planète de Raxus, et on voit en gros que les clones débarquent, il y a l'armée impériale qui est en présence, et on voit que l'Empire fait pression sur le sénateur, j'ai complètement oublié le nom du sénateur par contre de Raxus, mais qui faisait partie du parlement, on va dire, séparatiste. Ouais. Et l'Empire fait pression sur ce sénateur qui n'a pas vraiment envie de leur faire plaisir, on va dire. Voilà, il n'est pas prêt à collaborer, on va dire, avec le régime impérial. On le pousse à faire comprendre que l'Empire va être bénéfique, on va dire, pour la planète. Ouais. Et tu sens qu'il y a une pression, mais énorme, sur lui. Et tu te dis, bon, il va craquer, il va machin. Et au final, il s'adresse en fait dans une sorte de discours au peuple entier là, qui se trouve devant lui. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Tu vois, tu te dis, là, l'Empire, il débarque, il impose déjà sa volonté, si tu veux, sur les peuples, sur les anciens peuples de la CSI. Ça, c'est un truc que j'avais pas mal envie de voir. Et ce qui se passe, c'est que ce sénateur-là, il va refuser de se soumettre en fait à l'Empire. Et c'est ça qui va déclencher les événements de l'épisode, puisque lui, il va être enfermé, si je me souviens bien. C'est ça. Il donne des consignes à son droïde, et c'est via ce droïde-là que justement l'intrigue va pouvoir se développer ensuite. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cet aspect ancien CSI, etc. là Même, tu vois, sans voir l'aspect séparatiste, ce qui est vachement intéressant, c'est cette transition d'un régime républicain à notre régime impérial, avec l'Empire qui étend vraiment son importance sur tous les mondes, et qui le fait avec, entre guillemets, une occupation, pseudo-occupation pacifique, enfin, où grosso modo ils arrivent comme peuples, les sauveurs en gros. Voilà, les peuples sont soumis à leur libérateur, et grosso modo se servir des diplomates, des sénateurs, de tous les élus et pouvoirs locaux comme marionnettes au régime impérial. C'est ça, ouais. Donc, le mot est dit d'ailleurs. Oui, clairement. Et ça, effectivement, c'est super intéressant, parce que je me souviens que c'était par 2-3 lignes de dialogue dans les films, quand il parlait des gouverneurs locaux, de l'emprise de l'Empire sur tous les mondes, qui était pas mal développé après dans tous les comics, dans tous les romans. Donc là, voir justement comment l'Empire finalement étend son influence sur la galaxie, et de voir aussi comment les peuples, comment les gens réagissent. On a ceux effectivement qui appartiennent à la République, donc pour qui la transition est peut-être plus simple, parce que République-Empire, c'est du moins au début le même régime, donc on voit pas forcément... Surtout que la République virait dictatoriale vers la fin de la guerre. Voilà, avec la guerre, la suppression des libertés. Donc là, ce qui est, comme tu le dis, encore plus intéressant, c'est qu'on se
place du point de vue des vaincus, de ceux qui étaient opposés à la République et donc de nos chers séparatistes, donc qui, eux, pour le coup, sont davantage méfiants, et on va se servir effectivement de leurs sénateurs pour essayer de faire passer la pilule, et après tout ça c'est le truc, tu vois, je te dis, c'est la promesse pour moi de l'épisode de voir cet aspect. Il y a beaucoup de politique en fait au début. Un peu politique et un peu toujours ce qui est filé quand même depuis le début de la saison et qui est finalement le background de toute la série, c'est cette transition et comment l'Empire va étendre toujours son influence dans la galaxie. Donc ça, c'est une partie vachement intéressante où on voit les états d'âme du sénateur qui commence à réciter son discours contraint et forcé, et qui effectivement il décide de pas tu vois la petite j'allais dire presque le petit défaut de la séquence, c'est que je trouve que l'officier impérial elle met du temps à réagir, tu vois, parce qu'il commence. C'est pas forcément l'officier le plus ferme que tu puisses rencontrer en plus. Tu vois que très rapidement il commence à sortir des clous de son discours. Elle est bien gentille, enfin, parce que certains auraient pu lui couper le micro bien plus rapidement et tout ça. Mais tu vois que donc très rapidement il va pas accepter de se soumettre et donc de réciter le discours attendu. Donc il est emprisonné et on envoie les clone troopers. Et tu vois, là j'allais encore fourcher en les appelant les Storm. C'est des parce Stormtroopers. Là clairement depuis le début de la saison, ce qu'on avait remarqué entre une guerre des clones où à chaque épisode on avait une nouvelle couleur de clones, là ils sont d'un blanc rutilant et clairement ils interviennent pour dissiper la foule et mettre fin à tout élément de sédition. Surtout que les impériaux en plus ils sont vraiment pas subtils, parce qu'ils débarquent en plein milieu de la foule avec les marcheurs, les ATTE, qui étaient du coup des marcheurs de la République, et maintenant ils sont tout gris aussi, hein. On voit encore la transition entre les deux régimes au niveau des véhicules, au niveau des armures, et ça c'est assez intéressant justement d'être témoin, on va dire, de ces changements-là, quoi. Avant qu'on arrive aux Stormtroopers, aux véhicules impériaux vraiment identifiables, quoi. Mais c'est vrai que ce début est vraiment très, très prometteur sur ça. Et au niveau de l'imagerie, on est vraiment sur tout ce qui va caractériser les régimes totalitaires, avec effectivement ces grandes réunions, les grands discours, ces grands discours avec des les masses qui sont réunies pour comment dire, les foules au garde à vous, les soldats archi présents, donc vraiment une imagerie totalitaire qui rappelle les discours de tous les dictateurs, de tous les dictateurs qu'on a pu connaître, et qui sont des séquences qu'on retrouvait dans l'épisode 4 et qu'on revoyait réapparaître notamment à la fin de l'attaque des clones, avec ce plan moi qui m'avait marqué, avec Palpatine devant ces troupes qui défilent. Et donc là on est vraiment dans cette imagerie où la foule est noyée au milieu du collectif tourné vers la parole impériale et vers ce nouveau régime. Donc alors très intéressant quand même comme truc. Non, c'est vrai. C'est vrai que là on discute beaucoup d'une seule séquence, mais moi je trouvais que vraiment cet aspect-là était c'est un des éléments les plus importants, les plus intéressants, j'ai envie de dire, de l'épisode aussi. De l'épisode, et avec tout ce qu'il y a derrière. Et après, c'est à mon sens la faiblesse, et c'est là en cela que l'épisode devient un peu moins intéressant, c'est que très rapidement, donc le sénateur est enfermé, il est même torturé pour avoir pas tenu sa parole et avoir critiqué finalement le régime impérial. Là on revoit nos chers petits droïdes sombres. Oui, c'est les droïdes interrogateurs. Le droïde interrogateur là. Avec la petite seringue. Avec la petite seringue. Et voilà, alors très rapidement, on voit qu'il donne ses instructions au droïde, et que va commencer ce qui est la partie plus classique finalement de l'épisode, qui va être une mission de sauvetage, comme on en a déjà eu plusieurs fois dans l'épisode. D'ailleurs, dans la saison, pour revenir d'ailleurs sur l'aspect plus politique, on va dire, de cet épisode-là,
j'ai pas mal aimé justement le fait de reprendre cette planète qu'on avait vue dans The Clone Wars et justement dans un arc très politique qui avait été assez intéressant, je trouvais. On voyait un petit peu l'envers du décor, on va dire, des séparatistes, où dans le point de vue de la série, on a toujours le point de vue de la République depuis le début de Clone Wars. Et ces quelques épisodes, je crois qu'il y en a, je sais plus combien il y en a, mais bref, cet arc-là en fait avec Mina Bonteri, donc l'ami de Padmé Amidala qui est dans le Parlement séparatiste, tu te rends compte qu'en fait dans le mouvement des séparatistes, il y a vraiment des gens qui sont convaincus que la République c'est un régime pourri, qui de fait en plus c'est un régime pourri la République quand tu y réfléchis. Et tu sens qu'il y a des gens qui ont vraiment des convictions réelles et fondées, on va dire, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement séparatiste. Et j'avais trouvé ça mais très intéressant, tu vois, comme arc, parce qu'on te présente toujours les séparatistes comme des méchants, c'est tout. Tu vois, par exemple, là, quand tu as Empire versus Rébellion, tu vois, c'est très simple. La Rébellion, ils veulent la liberté, l'Empire, c'est la dictature, donc c'est très simple, c'est méchant, gentil, tu vois. Là, par contre, la guerre des clones, je trouve qu'on te présente tout de même ça dans un prisme méchant, gentil, dans la plupart de The Clone Wars, mais c'est un truc qui est vachement plus complexe que ça quand tu regardes en détail justement l'univers. On file un petit peu, si tu veux, ce qui avait été amorcé dans ces épisodes-là avec cet épisode-là de The Bad Batch. Donc ça faisait vraiment sens, tu vois, de reprendre cette planète, d'autant plus évidemment que c'est la capitale séparatiste, que évidemment, vu que c'est la capitale de la CSI, l'Empire va vouloir imposer sa domination dessus. Enfin, j'avais trouvé que c'était très logique, très intéressant, mais en même temps, je me suis dit, ça reste quand même The Bad Batch. Même dans The Clone Wars, le côté politique était abordé, mais sans forcément énormément de profondeur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je m'attendais, tu vois, à ce qu'il y ait une introduction de ce genre-là. Quand tu commences l'épisode, enfin quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit, tiens, c'est sympa, on va avoir une petite intro là-dessus, mais j'étais sûr en gros que au bout d'un moment, on allait lâcher un peu, tu vois, ce côté politique à 100%. Pour revenir à une intrigue un petit peu plus classique, comme tu l'as dit, puisque là va se déclencher justement la mission de sauvetage, puisque c'est le droïde, je crois, qui... Alors on voit pas directement que c'est le droïde au tout début, hein, mais en gros, Sid, donc la Trandoshan, reçoit en gros l'ordre de mission pour aller sauver le sénateur, et le Bad Batch va se rendre sur Raxus pour aller le sauver, en gros, quoi. Et en fait, à partir de là, on a deux intrigues qui vont se créer, puisqu'en fait, le Bad Batch va aller sur Raxus, alors que Omega va rester avec Sid, puisqu'elle est recherchée par les chasseurs de primes, etc. Ils veulent la laisser en sécurité auprès de Sid, même si bon, c'est pas forcément quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance à 100%, on va dire. Mais ils préfèrent la laisser plutôt qu'elle les accompagne et se mettre en danger, quoi, on va dire. Ce qui est quand même compréhensible, ça reste une gosse, elle vient juste de se faire kidnapper, donc bon, c'est normal qu'elle reste. Mais ça la rend ronchon, par contre. Ah oui, non, mais ça justement, c'était vraiment. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit, punaise. Pourquoi je peux pas venir Ah ouais, non, mais la voir pleurnicher, enfin, là, elle est vraiment juste insupportable, en fait. Ça reste un gamin. Hein. Ouais, non, mais c'est. Elle a 12-13 ans. Hein. Oh là là, elle a raté l'avion, et donc là, elle va nous pomper l'air. Ils ont oublié. Pleurnicher. Ils ont oublié Omega à la maison. Bah oui, c'est ça. Aïe. Non, mais. Pourquoi ils peuvent pas me... Enfin, bon, elle est censée être quand même intelligente. La gamine, elle vient de se faire kidnapper. Ils se sont mis en danger pour aller la chercher. Il y a deux chasseurs de primes, comme on lui répète, qui lui courent après. Et non, elle veut partir en mission avec eux. Oh là 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 là. Une bonne elle fait la gueule, en gros. Elle fait la gueule. Oh là là, ouais, non, vraiment... Bah après, ceci dit, c'est que le début, heureusement. Oui, non, heureusement, parce que je me suis dit, si elle fait la gueule pendant tout l'épisode, ça va être gonflant. Des scènes comme ça où on la voit pleurnicher, pourquoi il m'emmène pas en mission, machin, ça allait être gonflant. Mais justement, alors, je pense que c'est peut-être plus intéressant, on va dire, de traiter la petite intrigue avec Omega d'abord, tu vois, histoire de diviser en deux. Parce qu'en fait, cette intrigue-là, elle reste avec Sid, elle la charge de nettoyer en gros le bar, le truc. C'est ça. Pendant ce temps-là, elle fait la gueule, en gros, un peu au début. Il y a toute une question sur le fait que, en fait, à quoi je sers ? C'est son utilité dans l'équipe, qui n'a pas forcément été toujours été trouvée, quoi, on va dire, au début, pour l'instant. Et le truc, c'est qu'elle va commencer à observer, on va dire, des parties de Dejarik. Oui. Donc, ce qui est le holo-échec qu'on voit dans l'épisode 4, dans l'épisode 7. Et en gros, le truc, c'est qu'on va découvrir qu'Omega a un esprit, on va dire, stratégique, tactique, c'est ça. assez avancé.
Parce que non seulement elle est insupportable, mais en plus c'est une mademoiselle je sais tout. Ah non, t'aurais dû faire ça. Oh là là, il y a des bofs quoi. Non, et effectivement, oui, on nous dit que elle est très douée pour la stratégie. C'est ça. Et du coup, le truc, Une c'est petite que. Kasparov. Bah, c'est ça, c'est Omega Kasparov. Ouais, c'est ça. Et en gros, elle va passer un deal avec Sid. Ouais. En gros, elle va jouer à des parties de Dejarik avec des visiteurs, en gros, de l'endroit où est Sid. On peut dire que c'est une cantina, on est d'accord? Oui. Et en gros, le truc, c'est qu'il va y avoir une petite participation, on va dire, en gros, petite répartition des gains que Omega va faire entre Sid et elle. Je crois qu'elle négocie 60%, non, Omega. C'est ça, au début, c'est 30, ouais. 30, 70. Elle dit non, Non. moi je prends 60. Et toi, tu prends 40. Ouais. Moi, c'était marrant, tu vois, d'avoir une petite négociation Ouais. de ce style-là. Et il se trouve qu'en fait, elle joue super bien au Dejarik. C'est ce qu'on voit dans l'épisode. Elle est en train de plumer tout le monde, en gros. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on t'apprend quand même qu'elle a réussi à rembourser. Elle a remboursé leurs dettes. C'est ça. Du coup, ils ont plus de dettes envers Sid, grâce à Omega qui a fait tous ses gains de Dejarik, quoi. Ouais, parce qu'en fait, justement, elle les sauve toujours de la situation. L'utilité de cette intrigue, c'était de discuter de son utilité à elle. Et que finalement, en faisant ça, elle s'est rendue utile et elle aura... voilà, elle efface leurs dettes vis-à-vis de Sid. C'est d'une subtilité scénaristique. Et je préfère en parler maintenant, comme ça, ce sera évacué. Ouais, non, effectivement. Après, mais si vous pouvez éviter de parler d'Omega après. Non, après, en plus, moi, c'est un personnage que j'aime bien d'habitude. Mais là, c'est vrai qu'au début, il est un petit peu relou, j'avais trouvé. Je vais en parler tout de suite, comme ça, on va pouvoir passer à autre chose. Mais si vous n'avez rien compris au Dejarik en regardant l'épisode, vous inquiétez pas, les scénaristes non plus n'ont rien compris au Dejarik, j'ai envie de dire. Parce que, alors franchement, déjà, quand tu sais qu'au Dejarik, il y a 8 pièces, 4 pour chaque joueur, tu vois qu'au début des parties, il n'y en a que 3. Tu vois qu'ils font des mouvements qui sont incohérents avec toutes les règles qu'on a jusqu'à maintenant. Enfin, en gros, tout ce que vous voyez du Dejarik dans cet épisode-là, ça vaut que dalle. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les règles en gros qui sont établies. Si vous achetez le Dejarik au Galaxy Z, c'est pas ces règles-là. Même d'autres règles qui étaient précédentes, on va dire, qui avaient été présentées quand tu précédemment. regardes le truc, t'as l'impression qu'il n'y a aucune règle. Hein. Enfin, ah mais non, c'est un bordel, tu fais pliplou et puis après le machin il attaque plusieurs trucs en même temps, mais c'est n'importe quoi. À la limite, tu vois vraiment comme si c'était des échecs, genre une pièce fait tel truc et puis machin. Non, c'est un bordel, genre l'autre elle est dans un jeu vidéo quoi. Enfin, le Dejarik ça marche pas comme ça, voilà. Il va falloir que je fasse une vidéo sur le Dejarik, je crois. Je crois. Comme ça on verra vraiment comment ça marche. C'est ça. Et après, on pourra voir à quel point c'est mais de la foutaise. Ça a aucun sens. Ah bah non. Bon, on va partir du principe que c'est une variante de Dejarik qui est propre à Horde Mantell et puis... C'est ça, c'est le Dejarik Horde Mantellien. Qui est nul en fait. Oui, c'est un beau qui... Non, parce qu'en plus, tu sais, au début, je me suis dit, je vais faire gaffe un peu à ce qu'ils font, tu vois. Parce que je me suis dit, tiens, il y a du Dejarik sympa, je vais voir ce qu'ils en font. Alors, j'ai commencé à voir les mouvements, les machins, je fais non, mais c'est bon en fait, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, cette petite Donc intrigue. ça, c'était la partie vraiment intéressante de l'épisode, mais non. comme vous l'aurez compris. Non, après, honnêtement, même cette sous-intrigue-là, elle est pas affreuse, tu vois. Elle reste pas mal. T'es gentil. Oui, non, mais je suis gentil, moi, mais... non, mais sans être affreux, tu vois, on n'est pas non plus dans la Bad Batch va faire les courses ou va réparer le vaisseau, tu vois ce que je veux dire. Bad Batch joue au Dejarik. Non, c'est que Omega qui joue au Dejarik, c'est pas la Bad Batch. C'est ça. Et pendant ce temps-là, nous, on suit aussi l'intrigue avec le Bad Batch qui va aller sauver le sénateur. Un truc assez simple au final, hein, il s'infiltre dans le palais du truc, il le libère. Ah ouais, non mais sans trop de soucis, il s'en sort très bien même. Pépouze, parce qu'il vole un ATTE, il tire de partout, pouf pouf machin. Enfin bref, il se passe plein de trucs, mais ils s'en sortent. Ils utilisent que des rayons paralysants. Ils sont quand même sympas. Oui, ça va, ils tuent personne. Leurs potes clones, ils leur font mal, qui prennent cher. C'est ça. Il y a des vases qui ont beaucoup souffert aussi durant l'épisode. Ça m'avait fait marrer par contre. Ouais. Le coup du vase, genre le droïde qui est en train de genre non, faut pas casser ça, c'est un truc très précieux. Puis l'autre sénateur après qu'il s'en sert pour. Moi j'aime bien aussi quand il découvre que le client c'est un droïde en fait. Oui. Ah ça les. Bah c'est ça qui. Parce que. Qui va les gêner dans leurs convictions, en plus d'aider un séparatiste. C'est un droïde. C'est ça le synopsis, oh punaise, j'ai compris le sens du synopsis Disney+, waouh. Ah bah alors oui, effectivement, c'était le cœur épisode. Bah en fait, en gros, c'est vraiment une ou deux répliques d'Echo qui dit « Ah mais dis donc, bah, il faut aller sauver un séparatiste. »
Ouais, non, mais effectivement, ils auraient fait un synopsis, ils ont une mission, ils vont sauver une cargaison précieuse. Ah ben, c'est leur encore, c'est déjà fait ça. Donc ils se sont dit, allez, tiens, on va mettre Mission sauvetage. une mission. Ouais. Ça m'aurait fait bizarre que ce soit pas remarqué dans l'épisode, tu vois. Mm, Mais c'est vrai que de là à le présenter en synopsis, bon, c'était pas forcément bienvenu, on va dire. mm. Mais c'est bien que ce soit mentionné dans le truc, puisque c'est pas quelque chose de commun, on va dire, pour des clones, pour des anciens membres de l'armée de la République. Tu te dis, bon, qu'ils soient engagés pour aller sauver un séparatiste, c'est pas forcément un truc qui leur apparaît comme normal, on va dire, et c'est bien de le remarquer quand même. Mm. Mais c'est vrai que le dilemme s'arrête là, quoi. Parce qu'après, ils vont le Mm. sauver quand même, ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est pas d'une importance capitale, on va dire, quoi. Et après, cette mission-là, en plus, est-ce qu'il y a franchement des tonnes de trucs à dire dessus, puisque ça se passe... Il y a 2-3 scènes sympas, hein, ceci dit, d'infiltration, Ah oui, oui. de combat, les ATTE qui s'attaquent entre eux et tout, c'est assez cool à regarder, il y a pas Comme mal ils disent, d'actions. dans l'agence touriste, que j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et là, Bah. paf, quasiment tout s'enchaîne parfaitement. Ah, c'est l'agence touriste Star Wars. Hein, de Ah toute ouais, façon, là, hein. ils chopent. Moi, j'aime bien leur façon quand même de choper des ATTE. Hein. C'est Elle est facile, assez efficace. Les pauvres clones prennent cher dans cet épisode. Ils se font paralyser, ça va. Ouais, mais attends, quand ils. Alors, où tu as quand même une facilité, les autres clones, là, avec le deuxième ATTE, ils te pètent le premier ATTE, mais bien cher. Et là, attends. On va réparer ça, descendre les 2 secondes, oui, c'est vrai. faites diversion. Et En 2 coups de tic-tac, clé à molette, badaboum, il est réparé, ouais. super on, et après il redémarre. Ça, c'est quand même. Hein, La réparation était facile. la réparation était facile. Et après, les courses-poursuites de ATTE, là, surtout, c'est pas le pitin. Non, franchement, pour le ça va. Ouais, non, mais après, enfin voilà, c'est toujours The Bad Batch. Les scènes d'action C'est joliment fait en plus. sont joliment fait, ça s'enchaîne bien. Moi j'aime bien l'environnement d'ailleurs de Raxus. C'est un truc très spécial qu'on voit pas beaucoup dans Star Wars en plus. Ça fait presque urbain, tu sais, un peu. Moi, ça me rappelle Naboo, ça fait une jolie. Ouais, puis même ça fait un Naboo, tu sais, un peu londonien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un mélange un peu. Même les caméras de surveillance, on dirait les caméras de sécurité de Londres. Tu sais, le CCTV. On dirait, tu sais, vraiment les caméras de sécurité modernes. Tu sais, les trucs blancs. Enfin, il y a 2-3 trucs comme ça. T'as l'impression d'être dans le quartier Westminster ou un truc comme ça. Après, c'était un truc qui était assumé dans The Clone Wars parce que quand on avait le Parlement séparatiste, qui était quand même le Parlement anglais en fait, hein, je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, c'était la Chambre des communes carrément. Hein. Tu sais, t'avais le truc tout en rectangle avec les oui, effectivement. répartis comme ça. Tu fais, bon, d'accord. Les séparatistes en fait, c'est les Anglais. C'est pas... c'est ça. Alors que tu vois, le Sénat galactique, c'est en rond. Tu vois, c'est pas un hémicycle, c'est un cycle. Mais ouais. Les séparatistes, c'est vraiment la Chambre des communes, quoi. Moi, c'était marrant, j'avais trouvé en plus. Non, mais enfin, voilà. Comme inspiration. Visuellement, c'est toujours joli, bien exécuté. C'est toujours sympathique. Et du coup, ils ramènent le sénateur jusqu'à leur vaisseau. C'est ça. Et va y avoir une question, par contre. Le sénateur, au moment, il a un petit doute vers la fin. Il veut pas partir. Il se dit, pas abandonner son c'est ça, peuple. je peux pas abandonner mon peuple, machin, mais là... Il réalise quand même que de toute façon, le truc, c'est que s'il reste, il va se faire emprisonner, il va peut-être se faire tuer. C'est le droïde qui lui dit. C'est ça. Le droïde qui est plein de bon sens. Hein. Ah, mais le droïde est très bien d'ailleurs. Honnêtement, c'est un personnage assez marrant et assez cool dans l'épisode. Bon, j'ai complètement oublié son nom aussi. Mais ouais, son droïde au sénateur est assez cool. Et il y a vraiment le fait, non, mais si je reste ici, de toute façon, je vais me faire emprisonner, je vais me faire tuer. Il vaut mieux que je m'en aille. Et puis après, plus tard, aider mon peuple de la façon dont je pourrais, quoi. Donc c'est là que tu te dis, il y a peut-être moyen de, pas démarrer une rébellion, tu vois, direct, mais que, en tout cas, le sénateur de Raxus soit un des futurs soutiens de l'Alliance Rebelle, alors bien des années plus tard, parce que là, on est vraiment au tout début du règne de l'Empire. Mais tu vois, tu commences à voir certaines figures qui sont déjà en opposition à l'Empire, quoi. Ça, c'est intéressant, je trouve. Tout le monde, et là tu revois vite fait ce qu'on disait dans le prologue, c'est que tout le monde n'acceptera pas ce régime et que c'est aussi là les graines de la future rébellion. Et on a déjà Saw Gerrera dans le premier. Oui, non, mais... Et c'est bien de rattacher les wagons comme ça à Clone Wars et à tout ce que... toute la mythologie effectivement construite et de façon intelligente avec cette thématique de... la construction de ce régime impérial. Donc
c'était voilà, en soi c'était un épisode intéressant. Après, tu vois, on avait quand même quelques craintes, on va dire, par rapport aux épisodes là qui allaient suivre, ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo. Honnêtement, celui-là, ça va, je trouve. Il est quand même globalement satisfaisant, on va dire, comme épisode. À voir sur la suite, j'espère qu'on va rester sur du standalone à peu près de ce niveau-là, tu vois. Qu'on ne tombe pas dans les travers du 2, 3, 4, en gros, des épisodes 2, 3 et 4 jusqu'au final de saison, puisque là, il nous en reste 6 encore. Oui, non, mais attends, et ça se termine quand même sur un super cliffhanger dont on n'a pas parlé. Parce que Hunter, papa grognon dans tout l'épisode, à chaque fois, bah non, tu restes à la maison. Ah oui, elle va venir maintenant. Bah oui, alors là, allez tiens, on va jouer au Déjaric si tu viens ou si tu viens pas. Ouais, on se demande, tiens. Bah ouais, on se demande. Non, mais c'est surtout que, enfin, je veux dire, la gamine, elle a 12 ans. Qu'est-ce que tu vas l'amener dans des zones de combat? Enfin, bon, au bout d'un moment, elle est stratégique. Elle est stratégique. Peut-être qu'on verra justement son esprit stratégique à l'œuvre dans une future mission, dans le prochain. À voir. Non, franchement, à voir. Parce que honnêtement, elle a été quand même assez efficace avec eux. Elle était quand même assez importante. Bah, ouais. Parce qu'elle les a sortis du pétrin quand même plus d'une fois. Genre quasiment à chaque épisode. Heureusement qu'elle était là quand même. Ouais, quand elle se fait pas capturer pour qu'ils aillent la sauver. Oui, non, mais ça, c'est le seul truc où elle a un peu merdé. Mais, ouais, mais bon. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cet épisode 10 de The Bad Batch. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec toi, puisque là, on peut... T'as beaucoup aimé l'intrigue avec Omega, donc c'est toujours avec plaisir qu'on en parle. Non, mais... On progresse parce que là, ça aurait pu être pire en fait. Le début de l'intrigue, tu vois, c'est marrant. Comme tu as une intrigue qui débutait hyper bien et qui tombe un peu dans la routine et dans le truc sans surprise, et voilà, qui est l'intrigue principale. Et l'autre, à contrario, qui démarrait hyper mal. Ça va, et qui finit pas si mal et qui finit pas si mal que ça. Donc, comme quoi, l'un dans l'autre, ça a été. Voilà. Voilà, moralité, ça aurait pu être bien pire. Voilà. Non, mais c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. C'est toujours mieux que les épisodes 2 ou 3. Où ça a été pire. Oui, voilà. Donc j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Je vous invite d'ailleurs à dire votre avis sur l'épisode dans les commentaires. C'est toujours assez intéressant de voir ce que vous avez à dire justement sur cet épisode. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!